Et bienvenue sur la 102.7 FM Radio KNTB. Vous êtes bien au plateau de votre émission Grand Jury. Et ce matin, nous allons décrypter encore l'actualité sociopolitique et économique de notre cher pays, le Togo. Nous allons commencer par nous souvenir de cet homme-là qui s'est éteint un 5 février 2005, il y a 10 ans de cela. Qui a été cet homme et quel souvenir a-t-on encore de lui? On va en parler dans cette émission. On va également parler de sujets politiques, notamment le processus électoral avec en toile de fond les bras de fer, si on peut le dire ainsi, ou le méli-mélo qui entoure la participation ou non de l'opposition à l'élection présidentielle de cette année dans notre cher pays, le Togo. Nous allons également revenir sur la visite du Premier ministre Artem Kwesi Lagodi à Oumézounou au personnel du centre hospitalier régional Lomé Commune, également revoir un tout petit peu les contours de ce bras de fer tendu entre la synergie des travailleurs du Togo et le gouvernement togolais. Ceci étant, c'est le décor planté pour ce numéro du jour. Au micro pour l'animation de cette émission, appelez-moi tout simplement Rodrigue Aego. Malix Magloire assure la mise en onde pour KNTB. Émilie est derrière la caméra pour Togo Vision. Nous en profitons également pour envoyer nos salutations aux équipes des médias partenaires. Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, www.ebenradio.com sur le web, sans oublier le visuel via le www.togovision.com. Et je vous informe également que très bientôt, vous aurez l'émission Grand Jury sur la télévision Espoir 47 de Chevier. Rapidement, nous informons également que la page Facebook de l'émission reste accessible à vous toutes et à vous tous pour vos commentaires. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous, où que vous soyez, que ce soit au Togo, au Bénin, au Ghana, en Afrique, en Occident ou encore partout dans le monde. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Ils sont deux ce matin pour ce numéro. Pacom Dossé de l'agence émergence togo.com. Bonjour Pacom. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices de la radio KNTB. Il est également présent le directeur de publication du journal Temps Nouveau, Ibrahim Acha. Bonjour Ibrahim. Bonjour Rodrigue, bonjour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et puis les auditeurs peuvent également participer à cette émission comme d'habitude via deux numéros 91 05 80 80 97 25 86 86. Pas de bip ni d'insultes, mais des contributions louables, des contributions pertinentes. Ceci étant rapidement, Ibrahim, avec vous en tout cas 5 février 2005, les témoignages en disent long. Un vent violent avec des poussières qui ont envahi les rues de Lomé, avec les nuages qui menaçaient, comme si l'orage devait s'abattre sur Lomé, la capitale et ses environs. Et c'est dans la soirée, sur les ondes de la télévision nationale, que le Premier ministre d'alors, Kofi Sama, montait pour, avec beaucoup de sentiments, informer les Togolais que, entre griffes, le baobab, comme il a eu à le décrire, s'était écroulé. Oui, effectivement, nous étions ce 5 février, c'était un samedi, et on était à Lomé, vous savez, en plein février, à Lomé, ce n'est pas, la nature n'est pas aussi de sorte qu'il y ait la pluie, mais ce 5 février, on a senti vraiment des nuages, un vent violent, comme tu le disais, la nature était atypique, ça il faut le préciser. Donc, ça avec le tourbillon par moment. C'est ça, ça illustre. Les rues de Lomé vides, des magasins fermés. Oui, ça c'est la nuit, ça c'est la nuit. Non, pas la nuit, parce que je sais que c'est un peu. Non, il y avait eu ça comme rumeur, et après, avec la sortie du Premier, voilà, c'était devenu clameur. Je voulais aussi en venir à cela, et pour vous dire que je voulais juste parler de l'atmosphère, c'est-à-dire que le temps qu'il a fait ce 5 février 2005, c'est que c'est vrai, les mystiques, ou bien quand nous nous référons un peu à la tradition africaine, les gens disent que c'était les prémices pour annoncer la disparition d'un grand homme. Effectivement, on a senti qu'Adema était un grand homme, et la façon dont la nature même a réagi, on comprend qu'il y a quand même un grand homme au Togo et qui a pris le chemin de retour vers les ancêtres. Et la catastrophe nationale, comme l'a dit Kofi Sama, a été annoncé vers 18h. Mais déjà, à partir de 11h, certaines personnes avaient déjà les informations comme quoi il y a quelque chose
se passait, ça n'allait pas, et que le Togo devait avoir une information qui allait vraiment secouer le pays. Effectivement, vers midi, j'avais eu certains vents par rapport à certains camarades qui sont en Occident, qui nous disaient qu'il semblerait que, vous comprenez ce que avec par moment sur les écrans de la télévision nationale, le drapeau qui était avec un peu l'hymne national qui passait par moment en boucle. Mais oui, c'est dans la soirée. C'est après l'annonce du décès de Yadema qu'il y a eu ça. Donc, disons que nous n'allons pas nous attarder sur ces éléments, nous allons plutôt parler de l'homme. Et comme vous le savez, en Afrique, lorsqu'une personnalité comme Yadema décède, même s'il a laissé des souvenirs très amers dans la mémoire collective, et on retient toujours ce qu'il a fait de bien. Et ce que nous retenons de bien par rapport à Yadema, c'est qu'il a été un homme de parole. Un homme rigoureux, un homme qui ne badinait pas avec le travail, et un homme qui aimait, c'était nationaliste, quoi qu'on le dise, il aimait profondément son pays, parce que avec Yadema, il n'acceptait pas quand même que le Togo soit traîné dans la boue, que le Togo soit la risée du monde entier. Je me rappelle, en tant que musulman, il y avait eu un pèlerinage à la Mecque, les musulmans, mes frères musulmans, mes parents étaient à la Mecque, et il y avait, d'abord même pour le départ, il y avait un problème d'aéronef pour pouvoir les amener à la Mecque, parce qu'il y avait tout un cafouillage au niveau des agences pour pouvoir louer l'aéronef qui devait embarquer les Togolais, les pèlerins vers les lieux saints de l'islam. Mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille même du pèlerinage, les Togolais n'avaient pas encore embarqué. Donc Yadema a tapé du poing sur la table, il a dit mais comment on va dire que cette année il n'y a pas eu de pèlerins au Togo? Il a donné son avion personnel qui a amené les pèlerins, et il a encore renvoyé son avion personnel qui a ramené les pèlerins de la Mecque, tout juste pour dire que Yadema aimait son pays, ne patinait pas avec le pays. Et aussi, vous allez voir sur la scène internationale, quand il y a quelque chose qui entache l'image du pays, qui veut écorner l'image du pays, Yadema se lève et il s'y investit pour que le Togo sorte sa face aux yeux du monde par rapport à tout ce qui se passait. Donc disons aussi que nous allons revenir au plan gestion même du pays. Yadema ne badinait pas avec la gestion orthodoxe. Quand vous voulez, Yadema vous mettez en prison. Quand vous voulez, Yadema vous sanctionnez. Vous avez vu sur Yadema, il y a de grandes personnalités qui ont été arrêtées parce qu'ils ont procédé à des détournements. Yadema lui-même, quoique président de la République, il a toujours gardé sa modeste villa du camp hérité. C'est là où il vivait. Il ne se livrait pas trop à l'extravagance, à l'insolence dans sa manière de vivre. Donc je me dis que c'est un grand homme que le Togo a perdu. Charles Kondi Agba a même consacré un livre qu'il est ministre avec Yadema, et où il a, dans des termes dithyrambiques et élogieux, peint Yadema. Mais c'est parce que lui, il a été un bon collaborateur de Yadema, un chouchou de Yadema. C'est pourquoi il a trouvé Yadema en bon. Mais il y a certains aussi qui ont eu des relations conflictuelles avec Yadema. Et quand vous les approchez, je vous dis qu'il y a des informations que vous n'allez pas pouvoir supporter. Tout ça aussi, c'est ce qu'on appelle l'homme, c'est la nature de l'homme. C'est pile ou face, il y a le côté positif et le côté négatif. Voilà, Paco, vous avez suivi avec Ibrahim tout à l'heure le tableau peint de cet homme dont on se souvient encore 10 ans après. À vous, à votre niveau, quel souvenir vous gardez de cet homme? Non, je pense que Ibrahim a tout dit, parce que vous savez, et celui qui a dirigé le pays pendant 38 ans, je pense que ce n'est pas rien. Et diriger un pays pendant 38 ans, c'est quelque chose. Et chez nous, dans la tradition, habituellement, quand un homme meurt, eh bien, on fait table rase sur ce qu'il a fait de mal, et eh bien, on ne fait que dire ce qu'il a fait de bien. Et donc, si je veux être dans cette logique-là, et je peux dire qu'avec Yadema, il y a une certaine autorité de l'État, parce que s'il y a une pagaille qui se fait au niveau du gouvernement ou bien dans le pays, et que le général tape du poing sur la table,
écoutez, ça s'arrête rapidement. Donc, il y a une différence. Il y a une différence avec Yadema. On sent que, bon, même il y a beaucoup de pagailles, hein, il y a des erreurs, il y a des détournements, tout ça là. Mais quand le général Yadema tape du poing sur la table, écoutez, tout le monde rentre dans sa copie. Donc, je ne voudrais pas allonger ou dire autre chose puisque Ibrahim a tout épuisé. Donc, je pense que... On dit paix à son âme. Paix à son âme, voilà. En tout cas, j'espère bien qu'on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Il faut juste vous rappeler qu'en ce moment même, à Pia, il y a quand même des cérémonies d'hommage pour les 10 ans de cet homme depuis sa mort. Et nous sommes de cœur avec ceux qui sont de l'autre côté pour que les activités inscrites au programme se déroulent sans difficulté, se déroulent très très bien. Oui, Ibrahim? Oui, je voulais juste ajouter le côté comique de l'homme. Et vous savez que l'image qu'on donne toujours directement, c'est un homme dur, qui ne cède pas, très dur, comme vous le savez. Quand vous dites cela aux enfants, ils sont en train de voir un papa qui distribue les coups de bâton à longueur de journée. Mais il faut relever le côté très tendre des humoristique. Il y a des gens qui chantent pour les gens, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui envoient des anecdotes pour faire rire. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui avait la joie de vivre. La chaleur africaine était avec Yadema. Et ce qui plaisait beaucoup aux gens, c'est qu'on ne rentre pas au salon de Yadema avec un problème sans sortir avec une solution. Il s'y mettait. Et c'est un homme aussi de parole. Et puis on se souvient encore de ce sport hebdomadaire tous les samedis vers Lomé 2 où les gens s'alignaient pour prendre les billets. Ça, c'est la politique, vous savez que quand vous voulez parler... Non, c'est aussi dans les souvenirs. C'est dans les souvenirs de ceux qui y allaient. Savoir que les gens ont pleuré le 5 février, les gens ont pleuré à cause de ça aussi. Parce que leur gagne-pain était parti. En fait, nous avons... Rien ne prouve que même dans les démocraties avancées, il n'y a pas de ces gens. Non, c'est pas... Une seconde. Au fait, nous avons beaucoup de choses à dire, mais par rapport au temps et puis écoutez, il faut quand même faire un... Sinon, il y a beaucoup de... Celui qui a dirigé le pays pendant 38 ans, je ne pense pas on ne parle pas de bilan, on est en train de parler oui. Donc, on dit il était comique. Donc, vous comprenez pas que chanter aussi, c'est les courtisans qui allaient là-bas, ceux qui allaient là-bas. Il y a un autre côté que vous avez oublié de mentionner, le côté SAP, parce que c'est... Non, on n'a pas oublié. C'est ce que j'ai dit. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. En matière d'habillement, Yadema était très élégant. Et je me rappelle, j'ai rencontré des... Il tient à la qualité également. J'ai rencontré des camarades zaïrois, c'est des zaïrois que j'ai rencontrés à Abidjan. Et vous savez que quand on parle de la SAP, c'est au Congo. Ah oui. Ouais, même les chauffeurs sont plus sapés que leur patron. Et ils nous disaient que non, que dommage, que si Yadema était zaïrois, un président du Zaïre, non, quand même. Eux, ils allaient être fiers de ce président parce qu'ils sapent bien. Quand il sort, tout le monde sent que vraiment c'est quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qui sape bien. Bon, c'était peut-être la mode de l'époque. Et il y a des gens sapés aussi, en tenant compte de son époque. Surtout, il a un tissu multicolore, brillant, qu'il aime tellement. Non, je pense que ce que l'on doit nous faire, au-delà de tout, c'est qu'il faut qu'on garde les souvenirs de Yadema. Parce que quand vous allez même dans certains pays, les souvenirs de Staline, il y en a, les souvenirs de Gaulle, il y en a, souvenirs en matière vestimentaire, souvenirs en matière, disons, équipement personnel, tout ça là, bon, il y en a, les gens ont gardé ça. Donc, au Togo, nous souhaiterons que certaines personnes, et surtout la famille Gnassingbé, prennent ces initiatives pour amener les gens à découvrir l'autre côté de Yadema, la vie quotidienne de Yadema. C'était un grand chasseur, on nous a dit. Et il a des collections avec lui, des pots de cerf, des pots de biches, de buffles, de tout ça là. Il a ça avec lui, donc on pouvait nous montrer ça aussi parce que c'est avec fierté que nous allons découvrir que
notre président, notre défunt président aussi était un grand chasseur. Quoi qu'on dise, Yadema n'appartient plus pas seulement à la famille Gnassingbé. Yadema, c'est un patrimoine national, il fait partie d'une richesse qui appartient à tous les Togolais. Donc Yadema nous appartient, Yadema c'est quelqu'un qui appartient à tous les Togolais, c'est pas la famille Gnassingbé. En fait, du moment où on est président de la République, on n'appartient plus à sa famille. Et surtout qu'il est on mort. Appartient à tout le monde, hein. On appartient à tout le monde. Bon, on appartient à tout le monde. Donc moi, je pense que si on veut parler du général Eyadema, je ne pense pas qu'une heure va suffire. Puisqu'il a fait 38 ans, donc il a fait beaucoup de choses. Voilà quoi. Très bien. On va voir ce que les auditeurs nous envoient comme message rapidement. Eyadema est parti avec tous les secrets qui entourent sa personne. C'est quand on perd un sage qu'on reconnaît ses qualités et ses JP qui écrit ce message. Un autre message. Le président est mort de quelle maladie? Je crois que cette question mérite d'être posée aux médecins légistes qui avaient garder le corps à l'époque. Les gens regretteront toujours la mort d'Eyadema, surtout les bitos et les marcheurs éternels de Lomé 2. Paix à son âme. C'est un auditeur qui l'écrit, un autre qui écrit Eyadema par rapport à Faure. Peut-on comparer les deux hommes politiquement? C'est Louis Atassé qui pose la question. Et puis, pour finir, le feu général Eyadema a été illustré en partie dans le film Le Crocodile de Boutchwanga par sa personnalité, sa parole. Repose en paix, écrit l'auditeur. Ceci étant, rapidement, nous allons aborder le volet politique de notre rendez-vous de ce jour. Ibrahim, finalement, je ne sais pas vous, à votre niveau, au niveau de la rédaction du journal Temps Nouveau, est-ce que vous voyez l'opposition participer ou non à l'élection présidentielle? Et dire que l'opposition va participer ou non, je pense que c'est peut-être ne pas répondre à la question qu'il fallait poser. C'est-à-dire que les élections auront lieu dans notre pays selon l'agenda, le calendrier constitutionnel. Nous sommes en 2015 et le Togo doit connaître les élections présidentielles. Donc si déjà les structures chargées de l'organisation de ces élections sont déjà en activité, je vais parler de la CENI, du ministère de l'administration territoriale qui sont déjà en activité avec la révision des listes électorales qui se déroulent actuellement. Je me dis que ces élections vont se tenir et si les élections se tiennent, c'est que l'opposition doit être dans la course automatiquement. Ça, il n'y a même pas à chercher loin pour savoir que si les gens n'iront pas. De toutes les manières, tous ceux qui veulent aspirent à diriger ce pays seront candidats. Maintenant, si je prends votre question et je l'amène dans le contexte des réformes, je pense on va comprendre qu'il y aura certainement des gens qui vont vouloir boycotter ces élections parce que ces personnes conditionnaient la tenue de ces élections à la tenue aussi des réformes dans notre pays. Ceci étant, puisque jusqu'alors, il n'y a pas eu de réforme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un vote, un consensus autour de ces réformes, ce qui conditionnait la tenue de ces élections aux réformes constitutionnelles et institutionnelles seront peut-être dans la posture de les boycotter parce qu'ils n'ont pas trouvé gain de cause. Mais est-ce que c'est une bonne lecture que nous sommes en train de faire de la chose? Pourquoi il n'y a pas eu de réforme? Je pense que chacun a eu à apprécier pourquoi il n'y a pas eu les réformes. C'est parce qu'il y a, à mon niveau, moi je dis qu'il y a deux partis extrémistes que je vais nommer, c'est l'ANC et le parti UNIR, qui n'arrivent pas à accorder leur violon. Et ces deux partis semblent prendre le peuple togolais en otage par rapport à ces réformes. Les réformes, tous les Togolais voudraient bien qu'on ait les réformes dans notre pays, puisque les réformes c'est pour le futur, les réformes aussi, c'est pour faire évoluer le pays, adapter les tests du pays aux standards internationaux. Donc je ne vois pas ce qui est mauvais en cela pour que les gens se tirent entre les pattes. Les gens ne voudraient pas aller vers ces réformes. Mais nous, citoyens, qu'est-ce que nous voulons? C'est qu'il y ait des élections, parce qu'on ne peut pas... on a dit que les élections vont se tenir, présidentielles vont se tenir tous les 5 ans. Donc nous sommes déjà... Ça fait 5 ans qu'un président
est en exercice, son mandat tire vers sa fin. Donc il faut qu'on organise les élections pour que les Togolais choisissent librement quelqu'un qui va encore prendre la destinée du pays. Je pense que c'est de façon réglementaire et constitutionnelle, c'est cela. Bon, maintenant, si je veux aussi parler, puisque vous nous avez posé la question, je dois forcément parler des élections au Togo, c'est qu'on doit parler aussi des réformes. Si je prends un peu la position de ceux qui disaient qu'il faut ces réformes avant d'aller à ces élections, et je pense que ces gens aussi savaient en même temps aussi qu'il peut arriver aussi qu'il n'y ait pas ces réformes. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, c'est pourquoi, ici, je prends la position de l'ANC. Et à l'ANC, ils sont en ordre de bataille. Eux, ils disent qu'ils iront aux élections. Et ils se préparent pour aller à ces élections. Je pense que tout bon parti politique qui a un agenda bien défini, qui a un programme de société à faire, à vendre, et doit se préparer déjà pour aller à ces élections. Le boycott serait peut-être, à mon avis, préjudiciable à la démocratie dans notre pays. Il faut aller à ces élections, et c'est en cela que moi je salue la position de l'ANC qui veut vraiment prendre part à ces élections, parce que aller à ces élections, je pense qu'il faut aussi avancer aussi avec une certaine stratégie, avec une certaine connaissance, en intégrant un peu les analyses et en tirant plutôt les leçons des expériences passées. Parce que l'ANC comprend aisément que si on laisse encore ce pouvoir aller à organiser ces élections et qu'on ne participe pas, c'est un boulevard qu'on est en train de laisser à ce pouvoir. Parce qu'il y a l'expérience de 2002 et de 2002, si je ne me trompe pas, les législatives de 2002 qui nous ont beaucoup édifiés. L'opposition n'était pas allée à ces élections. Le pouvoir a eu la majorité, le pouvoir a modifié cette constitution qui pose problème actuellement. Donc il ne faut plus commettre les mêmes erreurs. En 2013, il y a eu les élections législatives et vous comprenez avec moi que l'opposition était sur le point d'aller vers le boycott. Et ceux qui ne se sont pas bien préparés, ceux qui se sont laissés gagner par le laxisme, ils se disaient que non, c'est fini, ça ne va pas aller, on ne va pas aller parce que les choses ne vont pas s'améliorer, ont été complètement surpris par le mini-dialogue qu'il y a eu, le dialogue de 4 jours, qui a un temps soit peu décanté la situation politique. Donc on se dit que jusqu'alors le temps n'est pas encore perdu, on va se préparer. Et l'ANC doit se préparer, tous les partis politiques qui aspirent à diriger ce pays doivent se préparer pour aller à ces élections, mais tout en travaillant aussi dans les coulisses pour que dans les jours à venir, s'il advenait que par un sursaut patriotique, les acteurs politiques arrivaient à s'entendre pour faire les réformes, pour faire aboutir les réformes, c'est bien, et je pense que ça ne serait qu'une valeur ajoutée à ce qu'ils attendaient depuis. Très bien. Ibrahim, il a répondu, mais je retourne un tout petit peu la question. Est-ce que vous voyez aujourd'hui l'opposition de la posture d'une entité qui voudrait bien participer à l'élection présidentielle? Puisque pas plus tard qu'hier, les organisations de défense des droits de l'homme avec à leur côté certains partis politiques, le CAR à travers un communiqué, également d'autres partis comme OBU qui estiment qu'on ne peut pas aller à l'élection sans les réformes. Bon, et moi, je vais parler en tant que journaliste, parce que je suis ici en tant que journaliste. Nous le sommes tous. Voilà. Et pour un parti politique, on crée un parti politique pour accéder au pouvoir. Donc, logiquement, lorsque on est à un rendez-vous électoral, il est tout à fait normal que les partis politiques y participent. Il est tout à fait normal que les partis politiques se jettent dans la course. C'est quelque chose qui est logique parce qu'on ne crée pas un parti politique pour applaudir les autres. Maintenant, dans le cas d'espèce, et je pense que depuis fort longtemps, depuis le début du processus de démocratisation au Togo, et l'opposition a toujours créé aux fraudes. L'opposition, après chaque joute électorale, l'opposition estime qu'elle est volée. L'opposition estime que les institutions sont truquées, les institutions qui sont en place n'ont pas joué leur rôle, ou bien elles sont partiales.
Et moi, je me dis aujourd'hui que est-ce que, en allant à la présidentielle de 2015, est-ce que ces institutions-là, pour un temps soit peu, ont été, il y a des modifications au niveau de ces institutions, à telle enseigne que l'opposition puisse avoir confiance en elle. Je dis cela parce que je pense que les gens se trompent un peu. Parce que, et vous savez, quand on parle de la présidentielle, c'est différent des législatives. Pour les législatives, l'opposition peut réclamer les réformes. Mais au cas où les réformes ne sont pas opérées, l'opposition est obligée d'y aller. Pourquoi? Pour constituer une minorité de blocage à l'Assemblée nationale. Parce que quand on laisse la voie au pouvoir pour aller à ces législatives, ce qui s'est passé en 2002 peut se passer encore. Le pouvoir aura le boulevard assez large pour pouvoir modifier tout ce qu'il veut. Mais ici, dans le cas d'espèce, c'est la présidentielle. Pour la présidentielle, c'est un seul fauteuil. C'est-à-dire que les gens, je n'encourage pas la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide est une mauvaise politique. Bon, quand il s'agit des législatives, là, eh bien, même quand on ne fait pas les réformes, quand les réformes ne sont pas opérées, l'opposition doit tout faire pour y participer. Pourquoi? Je l'ai dit tantôt, pour constituer une minorité de blocage. Ici, il n'y a pas question de minorité de blocage. Si vous allez à la présidentielle avec le parti au pouvoir, je ne pense pas que demain, ceux qui vont participer à cette présidentielle vont nous dire que les résultats sont truqués. Parce que l'argument que les gens évoquent, c'est que depuis fort longtemps, les résultats sont truqués. Les vrais résultats ne sont pas proclamés. Aujourd'hui, vous voulez aller à cette élection, ça voudrait dire que vous êtes sûr que maintenant, et tout est mis en place, les institutions que vous décriez hier sont à peu près, bon, il n'y a pas, personne n'est blanc comme n'est, c'est vrai, mais il y a quand même une amélioration au niveau de ces institutions. Donc, après cette présidentielle, moi je ne vois pas le parti politique qui va participer à cette élection dire encore que les résultats sont truqués. Puisque quand les ODDH et les autres disent que sans réforme, pas d'élection, ça voudrait dire qu'ils ont tiré leçon de ce qui s'était passé. De ce qui s'était passé. C'est pourquoi ils disent pas de réforme, pas d'élection. Parce qu'il faut que dès maintenant, on essaie de modifier ou apporter une modification au niveau des institutions qui sont impliquées dans le processus électoral. Bon, si les gens estiment que même avec ces institutions, ils peuvent aller à la présidentielle, parce que moi j'estime que on va à une compétition électorale pour la gagner. Bon, et si l'opposition va à la présidentielle, bon, moi je ne peux pas la vilipender parce que je parle en tant que journaliste, mais il ne faut pas que demain, au lendemain de ce scrutin électoral, l'opposition qui a pu participer à cette élection vienne nous dire que les élections sont truquées. Moi, je ne serai pas d'accord avec cette position-là. Très bien, on vous a assez compris. On va observer une courte pause et revenir juste après ceci. Nous sommes ici autour de ce plateau pour poursuivre le débat. Avant de retrouver nos invités, il y a quand même des messages avec certains auditeurs qui n'envoient pas beaucoup d'insistance. Bonjour KNTB, j'aimerais savoir si en ce jour mémorial du feu et Adema, Fort a eu quand même la crainte de Dieu en laissant son frère Pacha participer au rituel de leur père. Je crois que nous étions un peu en contact avec les gens qui effectuent le déplacement de Kara. Si tout va bien, si d'ici la fin, il y a des informations concernant ce point, on vous tiendra informé. Si les réformes ne sont pas faites maintenant, quand aurons-nous l'alternance au Togo? Il faut que les réformes soient faites avant le futur scrutin, écrit un
auditeur. Un autre qui écrit: Faure a été élu avec 62% des suffrages. Pourquoi il a peur d'opérer les réformes, que les gens cessent de charger l'ANC? Pourquoi encourager les Togolais à ne pas aller voter? Écrit un autre auditeur, et un autre aussi qui écrit: Fabre et l'ANC savent bien qu'ils ne peuvent pas gagner les élections sans réforme. Ils trompent le peuple, même ils ne peuvent pas empêcher Faure de se présenter. Donc ils n'ont qu'à faire des sacrifices comme Adi et le Car. Ça, c'est un auditeur qui écrit un autre message: Couchez-vous à Lomé avec réforme et laissez le terrain. Unir tourne dedans. En tout cas, je ne sais pas trop. Peut-être que quelqu'un a compris. Je ne sais pas. Salut KNTB. Yadema gouvernait bien le Togo, mais il prenait des conseils chez Emmanuel Bodiolé. Merci. Bon, je crois que les gens sont en train de nous retourner vers le premier sujet. On n'est plus là-bas. On va revenir rapidement pour poursuivre avec Pakoum, qui était en train... Oui, je disais que au niveau de... pour la participation de l'opposition à la présidentielle. Tu ne trouves pas ça opportun sans les réformes? Bon, enfin, j'ai dit au début que les gens ont créé des partis politiques pour accéder au pouvoir. On ne peut pas le leur refuser. Mais si vous participez à des élections et qu'à l'issue de ce rendez-vous électoral, vous créez qu'il y a des fautes. À chaque fois, vous créez qu'il y a des fautes. Et à un moment donné, vous avez estimé, écoutez, en 2013, l'opposition avait réclamé les réformes. Mais pourquoi les réformes n'étaient pas opérées, mais l'opposition s'est présentée aux législatives? C'est parce que justement, et je parlais d'une minorité de blocage. L'opposition voudrait constituer cette minorité de blocage-là. C'est pourquoi, coûte que coûte, quand bien même les réformes n'étaient pas opérées, l'opposition était obligée d'y aller. Maintenant, ici, c'est la présidentielle, c'est un seul fauteuil présidentiel. Même si l'opposition ne participe pas à cette élection. Bon. Mais maintenant, sur cet aspect, avant de retrouver Ibrahim, laisse-moi te poser une question, Pakoum. Est-ce à dire que si les réformes doivent avoir lieu dans 20 ans, 30 ans, l'opposition doit croiser les bras pour observer le fauteuil pendant 20, 30 ans? Non, ce que je dis, je pense que je suis dans une logique. Et l'opposition veut se battre pour avoir les réformes. Et à mon humble avis, je l'ai dit au début que si un parti politique trouve opportun d'aller à cette présidentielle, je dis à l'issue de ce scrutin, il ne faut pas que ce parti politique vienne nous dire que les élections sont truquées. Il ne faut pas que ce parti politique vienne nous dire que les résultats sont truqués. C'est justement parce que ils nous disent que les élections sont bien fraudées, les résultats sont truqués. C'est pour cela qu'ils exigent les réformes. Si aujourd'hui, ils ne trouvent plus opportun d'exiger les réformes avant la présidentielle et qu'ils veulent participer à cette présidentielle-là, je dis qu'après cette présidentielle, il ne faudrait pas qu'ils viennent encore nous dire que l'élection a été... Puisque c'est parce qu'on veut éviter des fraudes. C'est parce qu'on veut des contestations que les uns et les autres exigent à ce que les réformes aient lieu. Si vous estimez que, OK, avec ces conditions-là, vous pouvez y participer, OK, participez, mais à l'issue de cette élection, ne venez pas nous dire que tout a été chamboulé. Moi, je ne serai pas d'accord. Voilà, vous ne serez pas d'accord. Ibrahim, est-ce que vous comprenez finalement Pakoum dans son développement? Non, j'ai bien saisi ce que dit mon confrère Pakoum. Et vous savez que pour ce genre de développement, il faut se mettre au-dessus de la mêlée pour pouvoir saisir cerner avec une certaine maestrie ce qui se passe sur le cycle politique de notre pays. Monsieur Pakoum parlait des conditions d'organisation de ces élections qui peuvent
ne pas être à l'avantage de l'opposition, puisque l'opposition crie toujours lorsqu'il y a élection, qu'il y a fraude, et que la fraude, c'est parce qu'il n'y a pas les réformes dans notre pays. Et ça peut se comprendre aussi comme ça, mais si nous voulons vraiment être objectifs, disons que tous les Togolais savent que quand on parle des réformes, ce que les gens mettent sous l'appellation, ou bien disons dans cette terminologie de réforme constitutionnelle et institutionnelle, c'est la limitation de mandat. Et le mode de scrutin, les conditions de nomination du Premier ministre et ses prérogatives. Revenons, c'est-à-dire que la redistribution des ressources, ce qui a trait à ces élections, c'est ça. C'est la limitation du mandat et le mode de scrutin. C'est-à-dire que pour la limitation du mandat, c'est clair dans l'opinion des gens, et les gens ne sont pas aussi bêtes, les gens comprennent que cette révision ou bien cette réforme que crient certaines formations de l'opposition, c'est de disqualifier un candidat pour qu'il trouve un chemin aussi favorable pour pouvoir assouvir leur ambition politique. C'est normal et c'est de bonne guerre. Quand on est un politicien, on doit chercher par tous les moyens pour se faire alléger la tâche pour pouvoir venir au pouvoir. Donc ça se comprend. L'opposition est dans son rôle. Elle doit crier que ces réformes aient lieu, qui est la limitation du mandat avec effet immédiat pour que un de leurs concurrents sérieux, d'ailleurs, ne puisse pas aller à ces élections et qu'eux puissent trouver le terrain favorable pour pouvoir mettre en branle leur stratégie et venir au pouvoir. Ça, c'est ce que nous appelons en politique le chemin de raccourci. En politique, ça ne paie pas. Les gens le savent très bien, mais ils s'accrochent à cette idée. Quand nous revenons au scrutin à 2 tours, c'est vrai que la tendance actuelle, c'est ça, les gens vont au scrutin à 2 tours. Et quand il y a un scrutin à 2 tours, c'est qu'au premier tour, chacun se lance dans la bataille. Et au deuxième tour, il y a le jeu d'alliance qui se crée. Mais quand vous êtes dans un contexte, dans un pays où la Constitution dit que les élections sont à 1 tour, je pense qu'il faut aussi s'adapter. C'est là où on se prépare. Et c'est là où je disais, en tant que journaliste observateur, que l'opposition est en train de montrer, c'est-à-dire l'ANC est en train de montrer un peu sa maturité politique. C'est-à-dire que... En allant à l'élection sans les réformes. En disant qu'ils iront aux élections. Cette maturité voudrait dire que du moment où il y a déjà un consensus qui a été dégagé au niveau de la CENI, organe chargé d'organiser ces élections, il y a un consensus. C'est à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale que les membres de la CENI ont été désignés. Ils ont été désignés par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se fait? Un instant. Arrivé là-bas, il y a eu, quand vous allez à la CENI, il y a les gens de l'ANC qui sont là-bas. C'est une importante force politique dans notre pays. Mais depuis toujours, autant de l'UFC qui sont là-bas. Depuis toujours, autant de l'UFC, il y a des gens de l'opposition qui sont toujours présents au niveau de la CENI. Moi, je ne vois pas de changement à ce niveau. Parce que la CENI n'est pas composée uniquement que des membres de l'UNI ou des membres de ceux qui sont à la CENI. Non! Parce que ce que depuis fort longtemps, la CENI est toujours composée. Les membres de l'ANC qui sont là-bas actuellement ne jouent pas le bon rôle. C'est ce que vous voudrez dire. Non! Ce que je dis... Attends pour me comprendre. Si vous avez attends pour me comprendre. Peut-être si vous permettez, on va mettre balle à terre. On met balle à terre. Je rappelle tout de même que les représentants de l'ANC à la CENI ont tenu plus d'une fois une conférence de presse pour informer de ce qu'on peut appeler dysfonctionnement ou insuffisance dans la gestion des affaires. Ça, c'est juste une mise au point. Maintenant, par contre, ça dit qu'on ne nous dise pas aujourd'hui qu'il y a un consensus qui s'est dégagé. Parce que depuis fort longtemps, même au temps de UFC première version, quand l'opposition participait au processus électoral, ou bien au processus électoral, ça dépend. Mais il y a toujours la présence des membres de l'opposition au sein de la CENI. Donc aujourd'hui, par exemple, le vice-président, la vice-présidence est occupée par un membre de l'ANC. Donc, depuis fort longtemps, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'on ne nous dise pas qu'aujourd'hui, il y a une amélioration, puisque depuis fort longtemps, c'est toujours comme ça. Moi, je dis que l'opposition
est dans son rôle de refuser ou de participer à la présidentielle. Mais moi, je ne vois pas de modification au niveau des institutions. Les institutions qui proclamaient les résultats sont toujours les mêmes. Si l'opposition veut participer à la présidentielle, d'accord, elle n'a qu'à participer. Mais ce que je dis, il ne faudrait pas que demain, cette même opposition vienne nous dire que les résultats proclamés sont truqués. C'est parce que les résultats sont truqués, ils nous disent que les résultats sont truqués, l'élection est fraudée. Donc pour corriger tout ça là, on dit il faut les réformes. Et il y en a au début qui nous ont dit pas de réforme et pas d'élection. Et dans les meetings et tout ça là, ils disent pas de réforme, pas d'élection. Et ils nous disent aussi que réforme avec effet immédiat. Aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent pour nous dire que, eh bien, ils n'ont jamais dit pas de réforme, mais c'est irresponsable. Écoutez, non, je termine. Encore quelques, oui. Oui. Donc, ces gens viennent nous dire aujourd'hui que, bien qu'il n'y ait pas de réforme, eux, ils vont participer à cette élection. C'est leur droit. C'est leur choix. Mais il faudrait qu'en politique, quand tu dis quelque chose, il faut tenir à sa parole. Il faut tenir à ce que tu as dit. Tu as dit aux gens, pas de réforme, pas d'élection. Il faut être dans cette logique-là. Très bien, on vous a assez compris. Avant de retrouver Ibrahim rapidement, il y a un auditeur qui écrit « Je pense, pour ma part, que nos politiques sont leurs propres ennemis, surtout ceux de l'opposition. Comment pensent-ils gagner les élections en étant dispersés ?» C'est Louis Tassé qui écrit ce message. Rapidement, un autre... bonjour, les présidentielles ne sont pas les législatives. S'il n'y a pas réforme, qu'on ne crie pas au vol. Si UNIR ne fait pas les réformes, qu'il aille seul aux élections. L'opinion nationale et internationale avisera. Et c'est Modeste qui l'écrit. Un autre message, les réformes seront oubliées après les élections. C'est le moment idéal. Ceux qui empêchent cela seront jugés plus tard par le peuple. Encore un autre message. Bonjour. Aucun de ces politiciens ne pense à l'intérêt du peuple. UNIR et ANC font la même politique que RPT-UFC. Vous verrez, ce jour viendra, Fabre fera la paix avec le fils de Fort. Dim depuis Adido Gomé. Un autre message. Pourquoi vouloir toujours accuser la ANC pour les réformes non faites? Nous savons tous que M. Faure veut le pouvoir à vie, raison pour laquelle il s'oppose à toute initiative pouvant limiter son règne. C'est une réalité malheureusement. Et pour finir, bonjour KNTB, je voudrais savoir pourquoi Faure conteste les propos de Zeus qu'il tous évoquaient auparavant. Voilà un peu ce que les auditeurs envoient comme message. Si vous permettez, je vais réagir à un message juste pour dire que Faure et Fabre ne sont pas des ennemis, nous sommes tous des Togolais, nous sommes entre frères. Donc s'il y a la paix entre Faure et Fabre, il ne faut pas penser qu'il y avait la guerre entre les deux. Il y a divergence d'opinion, divergence d'idées politiques entre les deux personnalités, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des ennemis. Et de la même manière, nous-mêmes, journalistes, il nous arrive de prendre des positions différentes par rapport à certains sujets, engageant la vie de la nation. Mais quand on sort, on est des frères et nous nous retrouvons toujours. Donc, les Togolais sont des frères. Apprenons à vivre entre frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Malgré les divergences. Malgré les divergences. Et si je reviens maintenant... Si, oui, vous aurez la parole dans peu de temps. Si je reviens par rapport à ce qui se fait sur le plan politique, je continue de dire toujours que, et je l'ai toujours dit, qu'il va falloir que les gens apprennent sérieusement à faire de la politique. Je donne toujours l'exemple du Sénégal, mais les gens n'arrivent pas à le saisir et les gens disent... Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? Avec Wade, il y a eu des cris qu'il fallait des réformes, que Wade n'allait pas participer à ces élections. Et que tant que Wade est candidat, tant que Wade voudrait participer à ces élections, c'est qu'ils feront tout aussi pour boycotter ces élections. Mais à un moment donné, les gens sont entendus, ils ont compris que non, ce n'est pas Wade qui pose problème. Le vrai problème, c'est de s'impliquer, c'est d'aller travailler, d'aller sur le terrain. Le vote, ce n'est pas la CENI qui donne comment on appelle, le mandat à quelqu'un. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui donne le mandat à quelqu'un. Ce sont les électeurs, les Togolais qui accordent leur confiance à un individu, à un candidat. Donc le vrai vote,
C'est-à-dire que la présidentielle se joue au niveau du peuple, au niveau des citoyens togolais. Donc c'est là où le travail doit être fait. Quand on parle des réformes, les réformes ne concernent pas directement la CENI. Même si on faisait les réformes, les limitations de mandat, le scrutin à 2 tours, tout ça, là, en quoi cela influe directement sur le travail de la CENI? La CENI est chargée d'organiser ces élections et je pense que ce qui doit se faire du moment où l'opposition est représentée là-bas, le parti au pouvoir est représenté là-bas, d'autres institutions, d'autres partis même extra-parlementaires sont représentés là-bas. Disons seulement qu'il y a un travail qui se fait et que les gens qui sont là-bas doivent être vigilants pour s'assurer que les choses se déroulent normalement. Et c'est ce que tout bon citoyen doit demander. On ne doit pas aller vers le boycott. Quand on dit le boycott, je pense qu'on est en train de poser un acte incivique qui n'est pas de nature à amener notre pays vers l'avant. Très bien, Pacôme, en quelques instants. Et puis on va aborder un autre sujet. Oui, au fait, je voudrais parler toujours du boycott dont parlait Ibrahim. Au fait, au niveau des institutions de l'État, je pense que la CENI, la Cour constitutionnelle, dit que les institutions intervenant dans le processus électoral n'inspirent pas confiance. Enfin, c'est ce que l'opposition dit. Alors, si vous estimez... Mais elle est représentée dans ces institutions. Au niveau de la Cour constitutionnelle aussi. Mais il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, l'opposition y était. C'est l'opposition qui a boycotté le vote. Non, elle est sortie. Là, ça dit, il faut dire des choses vraies à la population. Mais c'est ce que nous disons. Non, nous sommes sur l'antenne. Laissez Pacôme aller au bout de sa logique. Attention, vous et moi, nous étions à l'Assemblée nationale. Laissez Pacôme aller au bout de sa logique. Laissez Pacôme aller au bout de sa logique. Après, vous aurez la parole. Ça n'a pas empêché l'opposition de revenir. Je sais qu'il est dans un... Je sais que mon confrère Ibrahim est dans un juridisme donné. Je sais. Mais... Et il faut me laisser. Ça dit que nous sommes en train de parler à la population. Il faut dire les choses telles qu'elles sont à la population. Il faut dire les choses vraies à la population. Il faut les dire aussi en tenant compte aussi des lois en vigueur. Quand il donnait l'exemple du Sénégal. Mais après l'élection, les institutions ont déclaré Macky Sall comme vainqueur. Oui, et au Togo, est-ce que si l'élection ne va pas déclarer celui qui a gagné vainqueur? Non, je ne dis pas ça. Il faut qu'on ait confiance dans l'institution de notre pays. Voilà, c'est justement ça. Parce que l'opposition n'a pas confiance. Est-ce que c'est la CENI seulement qui... C'est la CENI seulement qui... L'organisation matérielle, c'est la CENI. L'organisation matérielle, c'est la CENI. Je pense que c'est la CENI qui transmet. La CENI peut proclamer un résultat. La Cour constitutionnelle peut contester. Non, je n'en suis pas sûr. Non, mais c'est pas ça. Pourquoi? Si la CENI peut proclamer le résultat professionnel et que la Cour constitutionnelle si la CENI peut proclamer les résultats provisoires et qui n'est pas important que la Cour constitutionnelle appuie ou affirme ou infirme, eh bien, ce que la CENI a dit, inutile de faire intervenir la Cour constitutionnelle. C'est parce que justement la Cour constitutionnelle... On a maintenant 4 minutes, attendez, s'il vous plaît, permettez, on a maintenant que 4 minutes et je propose qu'on aborde le dernier sujet. 30 secondes. Je propose qu'on aborde le dernier sujet, mais avant, juste un message. J'aimerais savoir si aucun parti ne dépose sa candidature, UNIR seul peut aller aux élections. Si oui, je ne vois pas pourquoi ANC ne participera pas aux élections. Ça, c'est un auditeur qui l'écrit. C'est le dernier message que nous lisons. La semaine... Nous parlons du Premier ministre, de la visite, on a fini avec la politique, nous allons parler de cette visite effectuée lundi dernier par le Premier ministre à Temkesi Agodi à Oumé Zulu, voilà, au personnel du centre hospitalier régional Lomé Commune. Il a été, Ibrahim, un peu dur dans ses propos parce que le constat était amer, des laboratoires un peu délabrés et tout. Quelle analyse vous avez en quelques secondes, quelques temps juste de ces propos du Premier ministre de la santé. Donc, en tant que, je pense que c'est dans ce contexte qu'il a fait cette visite au CHR de Lomé pour constater de visu ce qui se fait et voir éventuellement les solutions à apporter
à la déconfiture. Hein. Il ne faut pas avoir peur des mots, des installations que nous avons dans nos centres hospitaliers du Togo. Et le Premier ministre a tenu un langage de responsable, de rigoureux, de quelqu'un qui voudrait que les choses marchent dans le secteur. Mais seulement, il n'a pas utilisé, comme on le dit, nous sommes... un homme politique de son rang doit avoir aussi le langage diplomatique à l'endroit de ses interlocuteurs. Donc arrivé là-bas, il a dit certaines choses qui ont irrité sérieusement le personnel soignant et surtout c'est par rapport aux revendications salariales. Et je pense que ça, le Premier ministre devait savoir que c'est un droit et non une faveur qu'on accorde aux travailleurs là-bas. Donc s'ils sont dans leurs droits, ils ont ce droit de réclamer et je pense qu'on ne devrait pas taxer leurs revendications de mineurs ou bien de quelque chose qu'on devait mettre sous éteignoir et privilégier les structures, disons le service, c'est-à-dire les prestations et tout ce qu'il y a comme matériel. L'acquisition de matériel et tout ça incombe au Premier ministre puisque c'est le ministre de la Santé. Et de ce secteur, c'est à lui de savoir que tel matériel ne fonctionne pas, tel appareil de radiologie ne fonctionne pas, ou bien tel bloc opératoire est sous-équipé. Sinon, il a clairement dit, il a dit quand même aux travailleurs que si ils étaient en train de gréver pour l'amélioration, ou bien pour, comment dirais-je, l'insuffisance de matériel, il allait comprendre, mais gréver pour salaire, par contre, le Premier ministre n'a pas compris. Non, mais comment il n'a pas compris? Nous avons l'habitude. Non, c'est lui qui. Je ne fais que reprendre ses propos. Je ne fais que reprendre ses propos. Nous avons l'habitude de dire certaines choses. Il faut qu'on le dise clairement. Si les gens sont incapables ou bien incompétents d'assumer certaines charges de la République, mais que ces gens-là démissionnent. Il y a des gens compétents qui sont dans le pays, qui attendent qu'on leur confie des portefeuilles pour qu'ils fassent valoir leur savoir-faire, ils vont bien gérer. Parce que quand les gens pensent que les revendications les exaspèrent, les revendications, les gens font des revendications qui les irritent, comme quoi on les embête. Non, on ne les embête pas. Ils ont été nommés ministres, c'est pour répondre aux besoins des citoyens. Et donc, ils doivent l'assumer, et pleinement, et avec fierté, et tenir un langage courtois, un langage responsable devant leurs interlocuteurs. Et non, aller les regarder du haut comme si c'était des moins que rien qui étaient là-bas. Non, mais on vous a assez compris. Et puis, pour peut-être finir, parce que le temps est complètement épuisé, le Premier ministre a assimilé ces mouvements à une façon de prendre en otage le pays. Non, ce n'est pas. Il a exagéré dans ses propos, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Ibrahim. Je pense que le Premier ministre, il n'est pas seulement ministre de la Santé, il est Premier ministre, donc il est ministre de tous les ministres. Donc je pense qu'il doit avoir un peu de la hauteur, parce que le ton, la façon dont il a parlé la fois dernière, il a parlé avec une certaine véhémence. Je pense qu'il doit plutôt privilégier la voie diplomatique. Vous savez, parfois aussi les gens sont irrités non pas parce qu'ils ne comprennent pas la réalité, mais parfois aussi, lorsque dans tous les pays, quand on veut organiser les élections, par exemple, on fait appel aux institutions internationales, à la communauté internationale, pour qu'elles puissent mettre la main à la pâte pour que les élections se fassent. Je veux parler au niveau financier. Mais quand le Togo estime qu'il a les moyens pour organiser ses propres élections, il va de soi que les travailleurs disent, bon, ok, comme vous avez les moyens, comme le Togo a suffisamment de moyens pour organiser ses propres élections, ça voudrait dire qu'il y a des réserves quelque part. Donc, si nous aussi, nous levons le ton, eh bien, on va puiser dans ces réserves-là. Donc, malheureusement, c'est ça la réalité. Malheureusement, le temps est complètement épuisé. Le Sénégal dont on parlait, même le Sénégal dont on parlait, lorsqu'il veut organiser des élections, il fait appel aux institutions financières. Mais si au Togo, on estime que on peut évoluer avec les propres moyens, ça voudrait dire qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, et donc c'est ça qui sous-tend un peu. Bon, je ne dis pas que c'est ça, je dis ça peut être... C'est une lecture en filigrane. Oui, on comprend bien. Merci donc, chers invités, merci pour la disponibilité, merci également aux auditeurs, aux internautes, à tous les Togolais, que ce soit la diaspora, vous qui nous suivez dans cette émission Grand Jury. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. Bonne journée chez vous. Au revoir. KNTB.